Bonsoir à tous. Donc c'est le deuxième webinaire, le premier étant sur la magnétothérapie, et donc celui-ci va être spécialisé sur l'eau magnétisée. Donc je ne vais pas me représenter pour ceux qui ont déjà vu le premier. Je vais faire une présentation plus rapide et légèrement différente qui complétera donc la première. Donc moi, je suis spécialisé dans les effets des champs magnétiques, plutôt sur le côté biologique depuis 1989. Donc c'était un peu l'objet du séminaire d'il y a un mois. Aujourd'hui, je peux rajouter que donc, je fais parallèlement du conseil aux entreprises donc, pour l'utilisation des aimants, en fait, hein, dans des domaines qui sont totalement disparates. Par exemple, parmi nos clients, nous avons Renault Trucks, Interpol, le CEA, des boulangeries bio, des fabriques de porcelaine, c'est des théâtres pour les effets spéciaux de spectacles. Donc, vous voyez que c'est très, très varié, en fait, hein. Souvent, les clients ont un cahier des charges et ils nous commandent des aimants, on ne sait même pas ce qu'ils vont en faire. Parfois, ils nous consultent pour qu'on les aide à mettre au point un procédé ou une idée pour affiner leur idée. Et donc, dans ces cas-là, il y a un contrat de confidentialité. Voilà. Par exemple, pour les boulangeries bio, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisqu'en fait, l'utilisation des champs magnétiques et notamment de l'eau magnétisée permet de stimuler la levée de la pâte, en fait. Donc, pour commencer, puisque le sujet est sur l'eau, l'eau est très importante en dehors du magnétisme, parce que toute vie, de la bactérie aux animaux que nous sommes, et aux chats, aux chiens, etc., aux abeilles, tout a besoin d'eau pour vivre. Le corps humain et le corps des mammifères est composé à 70% d'eau. Donc, c'est un élément déterminant et fondamental. Et c'est pour ça que le fait de magnétiser l'eau qu'on va boire ou qu'on va manger via les aliments va avoir un impact. Ceci dit, il faut quand même que je vous prévienne que ce séminaire va être dense, et je préfère vous prévenir tout de suite parce que le tout début va être un petit peu rébarbatif, mais on va y passer très rapidement. Par contre, c'est indispensable parce qu'il y a des contenus qui vont être nécessaires pour la bonne compréhension, et également des principes pratiques dans l'utilisation quotidienne des aimants. Et bon, tout ça, ça va être dense dans un temps limité. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum de choses. Après, bon, bah, vous pourrez compléter par des questions. Cette conférence est assez innovante, je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de notions qui sont inconnues, même des livres spécialisés, parce que souvent, c'est des livres, enfin, la plupart, c'est des livres grand public qui racontent les idées des auteurs, qui ne sont pas forcément des idées vérifiées, avec beaucoup d'erreurs. Et donc, j'insiste sur ce soir, tout ce que je vais vous dire va être sourcé soit par des équipes de recherche scientifique avec lesquelles je suis en contact sur les 5 continents, soit dans des publications scientifiques qui m'ont été communiquées ou qui donc ont été publiées. Et donc, vous aurez un certain nombre ce soir des références de ce que je vais utiliser comme matériel. Alors, on ne va pas vous donner toutes les références pour ne pas trop alourdir non plus, mais voilà. Donc, la première chose qui est très, très importante, c'est que souvent, on parle d'eau magnétisée. Alors, c'est un terme qui est impropre, mais qui est pratique parce qu'il est court. Théoriquement, pour être précis, on devrait dire eau passée dans un champ magnétique. Vous voyez que c'est un petit peu plus long, que c'est un petit peu plus technique. Donc, c'est différent quand même parce que quand on passe l'eau dans un champ magnétique, elle ne devient pas magnétique elle-même comme un aimant qui a été magnétisé. Malgré tout, par souci de facilité, je dirais eau magnétisée. Alors voilà, j'arrive à la partie rébarbative, qui va être assez rapide, qui concerne donc les effets physiques et les effets biologiques. Beaucoup de gens pensent que même des profs de lycée, par exemple des profs de sciences naturelles ou de physique, pensent qu'en fait, on ne peut pas influencer l'eau par un champ magnétique. Alors, j'ai préparé une petite vidéo qui a été faite avec des tomates cerises.
pour montrer que même des petits légumes, on peut enfin, les légumes, compte tenu de leur teneur élevée en eau, là en l'occurrence, comme je vous le disais, c'est des petits légumes, eh bien, on arrive à faire bouger ces légumes grâce à l'influence de la proximité des aimants. Donc là, on a simplement posé, on a préparé 2 tomates cerises sur un petit morceau de liège qui flotte, ou de polystyrène plus exactement, et on voit que les aimants repoussent les tomates cerises. Alors ça aurait pu être une pomme, du raisin, n'importe quoi, le phénomène sera le même, hein. Tout ça pour montrer que déjà, là, on a effectivement une influence des champs magnétiques sur la vie. En l'occurrence, en réalité, c'est sur l'eau. Il y a un prix Nobel qui a beaucoup travaillé, et là, ça va être la partie la plus technique, je vous le dis tout de suite, donc ne vous en allez pas. C'est un prix Nobel qui est d'origine taïwanaise, qui s'appelle Yuan Li. Il a montré qu'en fait, dans l'eau, que ce soit l'eau du robinet, l'eau de pluie, l'eau des flaques d'eau, des rivières, etc., il y a toujours un nombre d'atomes d'hydrogène supplémentaires, puisque vous savez que l'eau, en fait, c'est un assemblage d'hydrogène et d'oxygène. Mais parfois, quand il y a des collisions, on a des désassemblages en quelque sorte, hein. Et donc, quand on a une molécule d'eau qui capte un ion, ce qui s'appelle hydronium, ça crée des molécules avec cet ion supplémentaire qui acquièrent des propriétés particulières qui sont très importantes, enfin, qui ont des effets importants au niveau biologique. Alors, justement, pour revenir à certaines personnes qui ont un bagage technique, ils vont dire oui, mais de toute façon, c'est des phénomènes dont la durée de vie est de 10 milliardièmes de seconde, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait exact, effectivement. Mais en fait, ce qu'on fait quand on magnétise de l'eau, c'est que le fait de l'influencer, de l'exposer à un champ magnétique, va modifier le pourcentage, si vous voulez, des différentes chaînes. Et donc, en fait, on va conserver un certain pourcentage de ces ions hydronium qui auront été modifiés par le champ magnétique, hein. Alors, même si ce pourcentage, évidemment, s'amenuise avec le temps. Voilà. Il y a un autre phénomène qui fait référence à la Bible. Étonnamment, je pense que vous serez surpris qu'on entende parler de la Bible pour une conférence sur les effets de l'eau magnétisée. En fait, il y a le passage de la mer Rouge où on voit que la mer s'écarte. Et tout à l'heure, je vous ai montré que la tomate, elle est repoussée. En fait, si par des procédés techniques X ou Y, si le champ magnétique terrestre localement pouvait être extrêmement puissant, on pourrait effectivement écarter une étendue d'eau, alors avec des champs qui sont absolument inatteignables par les moyens techniques actuels, même, enfin, surtout sur des grandes surfaces comme ça. Mais donc, techniquement parlant, on pourrait dire que Dieu aurait pu utiliser un champ magnétique. Voilà, s'il avait voulu écarter l'eau par ce moyen-là, il aurait pu en utiliser d'autres. Ce phénomène qui s'appelle l'effet Moïse, en physique, on peut le reproduire en laboratoire, et on voit qu'en approchant des aimants de la surface de l'eau, par le dessous, vous pouvez le faire avec du papier millimétré, avec un plat en pyrex par exemple. Si vous mettez des aimants puissants sous le plat, l'eau, en fait, la surface de l'eau va être déformée, va être légèrement creusée dessous les aimants. Et donc voilà, c'est là qu'on rejoint en fait le phénomène Moïse, ou l'effet Moïse. Donc ça, c'est un deuxième phénomène qui prouve que les champs magnétiques ont un effet sur l'eau. Et encore une fois, nous sommes constitués à 70% d'eau. Il y a plein d'autres phénomènes qu'impriment les champs magnétiques sur l'eau. Il y a toutes les propriétés optiques, c'est-à-dire que quand vous prenez un flacon d'une eau X ou Y, le fait de faire passer un rayon de lumière, que ce soit de l'infrarouge, de la lumière visible, de l'ultraviolet, même des rayons X ou du laser, cette lumière va être soit réfractée, soit absorbée, et quand on fait des mesures sur cette transformation de la lumière, ça donne des renseignements
différents selon le type de lumière qu'on utilise sur la structure moléculaire de l'eau, en fait. Et justement, donc, ces différents phénomènes dont on parle vont nous permettre de savoir quelle a été l'influence de l'eau, enfin en laboratoire, hein, ce n'est pas à la disposition du particulier, mais ça nous permet de savoir quelles sont les modifications qui ont été imprimées par le champ magnétique, hein. Là, par exemple, vous pouvez mettre l'image numéro 3. Là, voilà, c'est un graphique qui a été fait, c'est une publication scientifique, hein, et vous voyez que vous avez trois courbes. Une courbe verte qui correspond à l'eau magnétisée par le pôle sud. Là, je reviens un petit peu sur le webinaire, le premier webinaire, où on expliquait que le pôle sud et le pôle nord ont un effet différent. Donc là, le pôle sud, il y a un problème? Le pôle sud, donc on voit que la courbe a une absorption de la lumière. Donc là, en abscisse, c'est-à-dire les chiffres du bas, de 184 à 244, c'est les longueurs d'onde, en fait, hein. Et sur le côté, c'est marqué absorbance ou absorbance en anglais, c'est le fait, c'est la quantité de lumière qui est absorbée. On voit que la quantité de lumière n'est pas la même, que ce soit pour l'eau nord, enfin pour l'eau sud, si on commence par le bas, pour l'eau nord et pour l'eau témoin, en fait, qui est en bleu. Donc, je ne sais pas si je me suis pas un peu trompé. Enfin bref, donc on voit que non seulement les champs magnétiques ont une importance, mais que les pôles ont un effet différent. Et tout à l'heure, on verra que ça a une certaine importance au niveau notamment de l'eau de boisson, par exemple, ou l'eau d'arrosage, mais également dans les utilisations industrielles, puisqu'il y a des utilisations industrielles. Là, voilà, par exemple, c'est une illustration de la variation du pH. Donc, en fonction, alors là, c'est encore un phénomène un petit peu différent. C'est en fonction de la puissance magnétique qu'on utilise. TW, ça veut dire tap water en anglais, c'est-à-dire eau du robinet. Et après, on voit que les G, c'est Gauss, en fait. C'est une unité de mesure magnétique. Donc, on voit que plus on utilise un champ magnétique puissant, plus on a une modification importante du pH. Ça, c'est un exemple sur le pH. On pourrait parler de tout un tas d'autres phénomènes que je vais vous citer simplement pour pas non plus alourdir trop la liste, mais on modifie par exemple la résistivité, donc, ou la conductivité. C'est le même phénomène, mais dans des mesures différentes. On mesure la tension de surface. La tension de surface, tout le monde sait ce que c'est. Je pense que tout le monde se souvient qu'on voit les araignées d'eau, en fait, qui marchent à la surface de l'eau. Pourquoi elles ne coulent pas? D'abord parce qu'elles sont légères, mais parce qu'il y a un effet de peau à la surface de l'eau. Et cet effet de peau, en fait, est modifié par les champs magnétiques, hein. On modifie également les coefficients de viscosité. Je crois qu'on aura un exemple plus tard dans la conférence. Paraît-il, des jeunes voix m'ont dit que ce procédé, alors on diminue on peut diminuer la viscosité, on peut également l'augmenter. Paraît-il que le jet d'eau du lac de Genève serait équipé de ce procédé pour diminuer la viscosité et faire monter le jet d'eau plus haut. Je n'ai pas été vérifié, mais bon, paraît-il. Un autre paramètre qui est influencé également, c'est la température d'ébullition. Il y a également un autre paramètre qui est beaucoup utilisé, même si ce n'est pas tout à fait clair si on arrive à... Enfin, si, c'est clair qu'on arrive à obtenir des résultats, c'est-à-dire sur l'effet anticalcaire. Par contre, il y a tellement de paramètres qui jouent qu'on n'arrive pas à normaliser les effets des anticalcaires. Et donc, en fait, le champ magnétique modifie le type de cristallisation. Quand on prend un minéral qui a une certaine composition chimique, on va, sans changer sa composition chimique, on va modifier sa forme de cristallographique. Et là, donc voilà, c'est un exemple tiré de mon bouquin. On voit que le cristal de calcite, quand l'eau qui contient un cristal de calcite est passée dans un champ magnétique, va favoriser les cristals d'aragonite. Ça, c'est un simple constat, je dirais, physique ou gémologique. L'intérêt, c'est que en fait, l'aragonite est beaucoup moins incrustante que la calcite, et donc c'est intéressant. Sans modifier la composition chimique de l'eau, on peut avoir un effet sur l'eau sur l'effet entartrant ou non entartrant.
C'est les principales façons dont peuvent s'assembler les molécules d'eau. Alors, chaque petit point rouge avec les deux petits ronds noirs, en fait, est une molécule d'eau. Quand ce point rouge et ces deux molécules d'hydrogène sont assemblées, ça fait ces deux atomes d'hydrogène sont assemblés, ça fait une molécule d'eau. C'est ce qu'on appelle de l'eau monomère, c'est-à-dire une molécule qui est toute seule. En réalité, les molécules d'eau, comme elles ont une charge électrique positive d'un côté et négative de l'autre, elles ont tendance à s'attirer. Alors elles peuvent se mettre en chaîne, comme dans l'exemple numéro A, en forme de lasso, par exemple dans l'exemple numéro B, en cercle, carré ou pentamère, etc., pentagone, ou en étoile, enfin bref. Et donc, le petit phénomène que je vous expliquais, en fait, de la circulation des protons, il se passerait plutôt dans des formes C, en fait. Ça, c'est quelques exemples des formes les plus courantes. Après, on a des assemblages de molécules qui font plusieurs dizaines ou centaines de molécules. Bon, tout ça, c'est encore... les scientifiques travaillent là-dessus. On n'a pas encore de... On ne connaît pas tout, en fait, dans ce domaine-là. Vous pouvez me passer le visuel numéro 7, s'il vous plaît. Donc là, bon, voilà d'autres exemples, si vous voulez, d'assemblage de molécules où les champs magnétiques sont intervenus et on passe d'une configuration, alors bon, c'est un petit peu technique, mais on casse ce qu'on appelle les ponts hydrogène, hydrogen bonds. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez marqué, c'est en rouge. Donc on a plus de ponts hydrogène apparemment quand on est passé dans le champ magnétique. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un petit peu technique. Petite mention rapidement historique. Ça fait longtemps que dans certaines civilisations, ils connaissent les effets de l'eau magnétisée. Bon, le berceau, c'est l'Inde, où ils utilisent toujours beaucoup l'eau magnétisée. Alors, quand je dis ça, ça remonte à l'Antiquité déjà. Et ils utilisent ça toujours dans la médecine qui s'appelle ayurvédique. Ils avaient donc découvert qu'il y avait un effet différent selon les pôles. On va y venir dans quelques secondes. Ça, c'est pour la partie, disons, orientale. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'ils continuent à l'utiliser dans leur médecine ayurvédique, mais occidentalisée. Alors, c'est-à-dire qu'ils continuent à pratiquer ils pratiquent des opérations classiques avec la médecine moderne, ils continuent à donner des molécules pharmaceutiques classiques, mais en plus, ils continuent à prescrire, entre guillemets, ou à donner à leurs patients de l'eau magnétisée. Et par exemple, moi, j'ai une publication qui concerne, alors je ne me souviens plus, est-ce que c'est, je me perds un petit peu dans mes notes, c'est sur la sténose pyloro-duodénale, c'est-à-dire que c'est une diminution du diamètre du duodénum qui gêne en fait le fait que l'estomac, une fois la digestion amorcée, enfin terminée dans l'estomac, se vide en fait. Et donc dans ces cas-là, ils ont fait une publication scientifique qui montre que le fait, en parallèle du reste, de consommer de l'eau magnétisée permet d'accélérer la guérison. En Europe et en Occident, on a un livre, par exemple, qui remonte au XVIIIe siècle. Là, je vous montre un exemplaire. Je ne sais pas si on le voit. Hop, voilà. On le voit très mal parce que, voilà. En fait, c'est un très bon livre. Et je vous recommande de le consulter parce que bien qu'il... Alors, l'année de publication, c'est 1700, c'est les années 1770 ou 80. Donc c'est assez ancien déjà, disons à peu près au moment de la Révolution. C'est un chirurgien de Genève qui a écrit donc un livre qui s'appelle Recueil des effets salutaires de l'aimant dans les maladies. Il y a tout un tas de recommandations qui ont très peu vieilli sur les différentes utilisations qu'il avait de l'eau magnétisée. Et je pense que c'est très, très intéressant. Puis apparemment, c'était un praticien qui utilisait beaucoup et il parle beaucoup de ses constats. Donc, je vous recommande de le lire. On l'a numérisé et donc, voilà, vous avez l'adresse et puis je pense qu'il sera dans les commentaires, le lien pour le retrouver. Vous pouvez même le télécharger, je crois. Donc, voilà au niveau historique, rapidement. Alors, après, j'ouvre un nouveau chapitre.
On voit beaucoup de publicités pour des appareils qui magnétisent l'eau et aussi bien dans les explications que dans les modes d'emploi, ils disent qu'on peut magnétiser tout type d'eau, y compris de l'eau du robinet, par exemple, etc. Alors là, il faut faire attention. Ça, justement, tout à l'heure, je vous disais, je vais parler de phénomènes ou de paramètres qui sont faux ou qui ne sont pas expliqués. Là, je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que ça évitera de faire des erreurs qui sont gênantes. On peut avoir même des effets négatifs si on prend n'importe quel type d'eau. Il y a des gens qui disent que la magnétisation de l'eau dépollue. Alors moi, je dis attention. Si quelqu'un vous dit ça, ben, proposez-lui qu'il boive une eau pleine de nitrate, même si elle est magnétisée. Euh, je pense qu'il ne la donnera pas à son bébé, notamment, puisque les bébés, vous savez, sont sensibles au nitrate. Donc, je ne parle même pas d'eau avec des produits plus nocifs. Hein. Euh, en fait, ce qu'il faut, c'est pas juste une eau potable, c'est une eau qu'on pourrait appeler probiotique, c'est-à-dire favorable à la vie. Euh, Pourquoi l'eau à nouveau, l'eau est importante, je vous disais tout à l'heure, on est composé à 70% d'eau. Pour ceux qui connaissent, d'ailleurs, une petite anecdote au passage, ceux qui connaissaient le docteur Bombard, c'est les gens de ma génération, les autres ne vont pas, les plus jeunes ne connaîtront pas. Docteur Bombard, c'était un médecin qui avait traversé l'Atlantique en survie et il prétendait qu'on pouvait survivre sans emporter de réserve d'eau en pêchant, en pressant les poissons, en exprimant le jus des poissons et puis en buvant ce jus de poisson. Alors bon, c'est très, très intéressant. Mais le point important, c'est qu'il disait, vous prenez un homme de 70 kilos, vous le faites sécher, vous lui enlevez toute l'eau qu'il a dans son corps, il tiendra dans un sac à main en fait. Parce que quand vous voyez quelqu'un, quand on lui retire toute son eau, vous lui retirez 70%, il tient dans un petit sac, en fait, ou dans un gros sac à main. Donc, ça montre bien que l'eau, en fait, est un constituant important. La circulation du sang, les éliminations des reins, les échanges cellulaires, intracellulaires, dans un sens, ça rentre dans la cellule, dans l'autre sens, ça sort de la cellule, l'hydratation de la peau, etc., etc. Voilà. Donc, dans l'eau du robinet, même les sociétés les plus performantes, je pense pratiquement toutes les communes de France, vous allez avoir des traces de nitrate hein, et de toute façon, vous aurez du chlore. Alors, rien que ces deux paramètres-là, on peut émettre une certaine réserve ou critique. Elle est potable, c'est-à-dire que si vous la buvez, vous n'allez pas tomber malade à court terme ou à moyen terme. Par contre, elle n'est pas probiotique dans le sens où ce n'est pas des paramètres dont on a besoin. Le chlore va abîmer la flore intestinale puisque le chlore, il est fait pour tuer les bactéries. Donc, les bonnes bactéries qu'on a dans notre microbiote vont ou risquent d'être abîmées selon que vous trouvez plus ou moins chloré, évidemment. Les nitrates, c'est la même chose. Par exemple, pour les nourrissons, si on dépasse 10 mg par litre, il ne faut pas la donner aux nourrissons. Bon, la norme au robinet, je crois que c'est 50 mg par litre. Donc, si vous magnétisez une eau qui est chlorée ou qui contient des nitrates, même si ce n'est pas en quantité phénoménale, ce n'est pas idéal. Alors, j'ai imprimé il y a quelques temps l'eau du Grand Lyon, en fait, puisque nous sommes sur la région lyonnaise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tous vérifier l'eau de votre commune. Donc, on mettra le lien dans les commentaires. Et puis là, bon, ben, vous l'avez, c'est le site du gouvernement, santé.gouv.fr.santé/santé, etc. Bon, c'est un peu long, mais vous pouvez rentrer la moindre commune de France, vous allez pouvoir trouver l'analyse de votre village, de votre ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit bouton où vous pouvez remonter les différentes analyses. Et si vous remontez plus ou moins longtemps dans le temps, vous allez trouver une analyse détaillée. Alors moi, là, j'ai fait ça sur les communes de l'agglomération lyonnaise. Et par exemple, bon là, ça date, mon analyse date du 13 janvier 2023 sur la deuxième page.
Et donc là, vous allez voir défiler en fait tous les produits, même à l'état de trace, enfin surtout à l'état de trace. Donc des produits, j'ai surligné les plus connus, hein, comme ça vous parlera. Donc là, vous voyez en l'occurrence, pour le chlore, on avait 0,4 mg par litre. Ce qui commence à être beaucoup, hein. Quand vous faites couler un bain à 0,4 mg par litre, vous sentez vraiment le chlore, hein. Pourquoi quand vous faites couler un bain? D'abord parce que l'eau est chaude et puis ça brasse un petit peu, donc ça a tendance à se mettre dans l'atmosphère. Ensuite, sur la page d'après, vous voyez tous les paramètres, hein. Bon, moi j'ai surligné nitrate. Là, vous voyez, on est à 0,12, donc c'est pas énorme. Enfin, bon, il y en a quand même un petit peu. On a de l'aluminium, même à l'état de trace, du cyanure, fluorure, mercure, chloroforme, bromoforme, trihalométhane, benzène, toluène, trichloréthylène en bas de la page 5. Ensuite, on a du dichlorprop, je crois que c'est un pesticide. On a du DDT, on a deux formes de DDT différentes. Ensuite, sur la page d'après, j'ai rien souligné parce que c'est des produits, sauf les chimistes, connaîtront peut-être. Sur la page 9, on a par exemple du dicamba, qui est également un pesticide ou un herbicide. On a de l'atrazine, des différentes sortes d'atrazine. Ensuite, hein, je passe, hein, vous voyez, on a du glyphosate, c'était le fameux Roundup sur la page 11. Je passe aussi, on arrive sur la dernière page. Sur la dernière page, je n'ai rien souligné. Donc, vous voyez, pour chaque commune de France, on peut voir tous les produits qu'il y a. Et le problème, c'est que même si on a des taux qui restent relativement faibles, on a ce qu'on appelle l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est-à-dire qu'on mélange tout ça, et en réalité, on ne connaît pas les interférences et les synergies. Malheureusement, il peut y avoir des synergies positives et des synergies négatives. En l'occurrence, on craint plutôt les synergies négatives de tous ces mélanges de produits. Et donc, le fait de magnétiser ce type d'eau, personnellement, je ne le recommande pas du tout, bien au contraire. Parce que vous allez voir tout à l'heure que le fait de magnétiser peut avoir des effets positifs sur certains paramètres. Par exemple, le fait de magnétiser, ça dégaze souvent. Par exemple, le chlore est un gaz, donc on peut arriver à diminuer effectivement le taux de chlore gazeux dans l'eau. Mais par contre, on peut avoir également des effets de renforcement, comme on le verra tout à l'heure, sur tout ce qui est désinfectant, par exemple, ou herbicide. Donc, vraiment, il vaut mieux s'abstenir de magnétiser l'eau du robinet. Il y a trois paramètres qui sont importants. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un petit peu technique. Les gens qui voudront creuser pourront le faire soit sur Internet, soit dans les livres. C'est un système qui s'appelle la bioélectronique de Vincent. Le principe, c'est qu'à partir du moment où il y a une eau qui est saine d'un point de vue chimique et bactériologique, ce n'est pas suffisant pour avoir une eau probiotique, comme je le disais tout à l'heure. Il faut avoir un pH relativement neutre, un redox, c'est-à-dire savoir si l'eau est oxydée ou réductrice, plutôt réducteur, c'est-à-dire le contraire d'oxydé en fait, hein, parce qu'en fait une eau oxydée va être oxydante, c'est-à-dire qu'elle crée des radicaux libres, hein, et avec une haute résistivité ou une faible conductivité. Selon le type de mesure que vous préférez, c'est la même chose en fait, hein. Et donc ces trois paramètres, pH, redox, résistivité, constituent un système et en fait permettent de définir une eau favorable à la santé à partir du moment, encore une fois, où l'eau est chimiquement saine. Je n'ai pas dit chimiquement pure, hein, j'ai dit chimiquement saine et bactériologiquement saine. Alors il est vrai que dans certaines publications, on voit que l'eau a un effet dépolluant sur certains produits chimiques, comme je viens de vous expliquer par exemple sur le chlore, antimicrobien ou bactériostatique. Bactériostatique, c'est-à-dire que ça bloque le développement des bactéries. Bactéricide, ça les tue. Alors, selon les études et selon le type de bactéries qu'on a, on peut avoir un effet ou l'autre. Il y a un autre effet intéressant qui pourrait être considéré comme dépolluant entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, cette eau va vous rendre plus résistante, va vous rendre plus adaptable en fait. Et ça, on va le voir tout à l'heure, dans 2 secondes, sur des plantes. Mais il ne faut pas confondre ces effets donc, dépolluants, entre guillemets, qui sont souvent vantés dans les marketing, avec une dépollution réelle.
là, c'est très intéressant. C'est un effet dépolluant sur de l'eau qui contient du phénol, c'est-à-dire une eau usée qui contient du phénol. C'est intéressant à plusieurs titres. On voit déjà qu'on a un effet dépolluant beaucoup plus important avec le pôle sud, quand on magnétise l'eau avec le pôle sud, qu'avec le pôle nord. Vous avez le pôle sud qui est en vert, vous avez la magnétisation nord qui est en haut, qui est en orange, et puis vous avez l'eau non magnétisée qui est en bleu. Donc on voit que l'eau non magnétisée se débarrasse. Alors, c'est une stimulation des bactéries qui dégradent le phénol, en l'occurrence, hein. Donc, c'est une dépollution indirecte, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le pôle Nord, en l'occurrence, a un effet qui retarde la dégradation du produit chimique, en l'occurrence, par les bactéries. Et qu'en l'occurrence, il vaut mieux ne pas utiliser de champ magnétique si on utilise le pôle Nord pour ce cas particulier du phénol, hein, parce que c'est un type de bactéries tout à fait spécifiques. Un autre type d'effet des champs magnétiques sur la dépollution possible, c'est l'influence du champ magnétique, par exemple, sur le charbon actif ou par exemple sur des résines échangeuses d'ions que sont donc comment ça s'appelle, les anticalcaires, les adoucisseurs. Voilà. Les champs magnétiques vont avoir un effet sur tous ces matériaux filtrants. Et par exemple, donc on peut effectivement augmenter l'effet filtrant du charbon actif, pour prendre cet exemple. Mais ce n'est pas une dépollution par le champ magnétique, c'est une dépollution indirecte. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention quand vous voyez des publicités. Voilà. Un autre effet, donc là on en vient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'adaptabilité, soit des plantes, soit des animaux que nous sommes, nos animaux de compagnie aussi. Là, en l'occurrence, on a sur l'image de gauche, en fait, vous voyez, j'ai mis des petites flèches. Je crois que c'est du riz, si je me souviens bien. Enfin bon, peu importe, c'est pas important. On a arrosé des plantules de riz ou d'autres choses, ou d'autres plantes, je ne me souviens plus, avec de l'eau saline. Et, ou plutôt, non, on a arrosé ces plantules avec de l'eau magnétisée ou non magnétisée dans un sol normal et dans un sol salin, qui, entre guillemets, pollué par le sel, puisque c'est à proximité de la mer. Et donc, si vous comparez deux à deux alors je ne vois pas très bien parce que c'est un peu petit, mais si vous comparez deux à deux, c'est-à-dire la flèche violette, dans un sol normal, avec l'eau non magnétisée à gauche et l'eau magnétisée à droite, vous voyez que la plante pousse mieux avec l'eau magnétisée dans un sol normal. On fait la même chose dans un sol qui est chargé en sel et on voit également que la plante, même si elle pousse pas très bien dans le sol qui est salé, pousse beaucoup mieux quand on arrose ce sol avec de l'eau magnétisée. Donc il y a une certaine adaptabilité qui est conférée par l'eau magnétisée. Il y a un autre phénomène qui est que, bon, ça peut-être un petit peu, quelle heure est-il là? D'accord. Oui, donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Voilà. Je vais vous citer quelques domaines d'application industrielle qui sont souvent extensibles aux particuliers et qui montrent que peut-être que si certaines personnes croient que l'eau est difficilement influençable par les champs magnétiques, bah écoutez, la pratique industrielle montre qu'on constate des effets, pas seulement en laboratoire quand on fait des mesures un peu pointues, mais tout simplement quand on met en pratique des savoir-faire à l'aide des aimants. Par exemple, sur le béton, donc là, on va peut-être retomber sur ce que je voulais montrer tout à l'heure avec l'image 12. Donc, selon qu'on fabrique le béton avec de l'eau magnétisée ou non magnétisée, on a des effets. Et là aussi, on a même des effets différents selon qu'on utilise du pôle sud ou du pôle nord. Alors, sachant que la majorité des gens qui utilisent l'eau magnétisée pour le béton s'embêtent pas avec le pôle sud et le pôle nord, ils magnétisent systématiquement avec les deux pôles.
ça a des avantages, c'est plus simple, etc. Donc là, on voit que là, c'est une mesure qui a été faite sur la résistance à la compression du béton. Bon, il y a tout un tas d'autres mesures, hein, c'est juste un exemple. Donc, on voit le graphique bleu, bon, là, la résistance à la compression, elle est stable avec l'eau magnétisée. Ça, c'est au bout de 28 jours quand le béton a séché. Avec l'eau magnétisée nord, sud ou nord plus sud, hein, vous avez les N plus S, S et N, vous comprendrez par vous-même le graphique. Vous mettez en évidence les différents effets. Donc là, en l'occurrence, on voit que le meilleur effet est obtenu avec les deux polarités. Donc, c'est ce que je voulais montrer tout à l'heure, l'image suivante. C'est la différence de structure entre les deux bétons au microscope. Donc à gauche, vous avez l'eau du robinet non magnétisée, enfin plus exactement le béton qui a été fabriqué avec de l'eau du robinet non magnétisée, et à droite, vous avez le même béton, c'est-à-dire la même matière première qui a utilisé pour fabriquer le béton avec de l'eau magnétisée. On voit qu'il y a une structure qui est différente. Bon, je ne suis pas spécialiste du béton, mais peut-être que les spécialistes arriveront à interpréter l'image. Enfin, voilà en tout cas ce qu'on constate, hein. Il y a une autre application sur les semi-conducteurs. Étonnamment, alors c'est encore plus ou moins, je ne sais pas si c'est déjà rentré dans le domaine des applications industrielles ou si c'est encore uniquement dans le domaine au stade de la recherche, mais les industriels utilisent des extraits végétaux. Là, en l'occurrence, c'est des pétales de bugloss, qui est une fleur de la famille des bourraches. Et ils trouvent des éléments intéressants dedans pour fabriquer des semi-conducteurs. Donc, à gauche, vous avez les fameux pétales, et à droite, vous avez une fiole ou un flacon dans lequel vous avez une macération. Une fois que cette macération a été obtenue, la publication en question, ils ont magnétisé l'eau. Donc, vous voyez les deux aimants dessus-dessous. Au passage, c'est comme ça que les particuliers, enfin, c'est une des méthodes que les particuliers peuvent utiliser pour magnétiser leur eau de boisson. Et ils se sont amusés, entre guillemets, à regarder l'effet sur cette teinture, en fait, puisque c'est un extrait de produit donc végétal de teinture. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y a effectivement un effet qui est très intéressant pour la fabrication de semi-conducteurs. Alors, ça a un intérêt direct pour nous, les particuliers, quand on fait des tisanes, tout simplement, des infusions. Exactement la même méthode, hein. Vous faites votre infusion et puis vous la magnétisez. Alors, le jardinage, quand je dis le jardinage, c'est l'agriculture. La majorité des publications scientifiques sont dans le domaine de l'agriculture, ce qui évidemment beaucoup de particuliers utilisent dans leur verger ou dans leur potager. Notamment, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans les pays qui sont à la fois pauvres et qui ont des climats à la fois arides. Pourquoi? Parce que les aimants ne nécessitent pas de source d'énergie, pas d'électricité, ne tombent pas en panne, sont inusables et nécessitent un investissement qui est faible. Et donc, tous ces paramètres-là font que tous ces pays, comme tout le Maghreb, l'Égypte, l'Irak, même l'Australie, bon, l'Australie ne sont pas spécialement une économie qui est pauvre, mais par contre, ils ont beaucoup de problèmes de sécheresse et ils utilisent beaucoup cette technique-là. Je crois qu'ils ont des grosses sociétés australiennes qui sont spécialisées dans cette technique. Et donc, les mesures qui ont été faites ont démontré que le fait de restreindre la quantité d'eau, le fait de magnétiser l'eau permettait d'avoir un coefficient d'utilisation, ce qu'on appelle le coefficient d'utilisation de l'eau, est augmenté de 10 à 15%. Ce qui veut dire que ça permet, vous, aux agriculteurs professionnels, de diminuer la quantité d'eau utilisée de 10 à 15%. Alors, je pense que, par exemple, les gens qui ont des golfs, qui ne sont pas forcément dans l'agriculture, ou les gens qui arrosent des terrains de foot, évidemment, les gens qui ont des vergers industriels, entre guillemets, sur des très, très grandes surfaces, là, c'est des quantités très importantes d'eau et ça peut les intéresser, surtout avec le changement climatique. C'est la même chose quand on n'a pas de problème de restriction d'eau.
le fait d'irriguer avec de l'eau magnétisée permet d'augmenter la productivité selon les espèces de végétaux et même selon les types de cultivars pour un même végétal. Et également les qualités d'eau magnétisée. Tout à l'heure, on a vu que l'eau magnétisée et l'eau salée, là c'était dans un sol salé, mais c'est la même chose sur les eaux saumâtres. On a des augmentations qui se situent entre 7,5% d'augmentation de rendement et de 88%. Alors en fonction de ces différents paramètres. Et là, on a un visuel sur le maïs, qui est une très très grosse culture au niveau mondial. En l'occurrence, c'est une étude qui a été faite sur la variété ou une des variétés qui permettent de faire du popcorn. Et donc, vous allez voir que là, c'est dans une région, je crois que c'est, je ne sais plus si c'était en Amérique du Sud ou en Égypte, je n'ai pas le souvenir. Donc là, à gauche, on voit dans une région où il y avait des restrictions, on voit que l'épi de maïs est arrivé à maturité, celui de droite est arrivé à maturité plus rapidement que celui de gauche. Les deux photos ont été prises en même temps. Et on voit également en bas, je ne sais pas si vous arrivez à lire hein, comment dire, les chiffres de la balance. Alors moi-même, je n'arrive pas très bien à lire, mais on voit qu'il y a une augmentation de la productivité, alors qu'on a les mêmes restrictions hein, pour les deux cultures, mais une culture a été arrosée, irriguée avec de l'eau magnétisée en même quantité. Et on voit qu'on a une beaucoup plus grosse productivité. Sur les calculs rénaux, on a également une étude, enfin on a plusieurs publications. Bon, j'en prends une vous pouvez afficher le numéro 18. On voit que c'est une étude qui a été faite par une équipe germano-chinoise. Donc, ils ont fait un test sur des personnes qui étaient atteintes, sur des humains qui étaient atteints ils ont fait boire des grosses quantités d'eau magnétisée, je crois que c'était 2 à 3 litres par jour. Et donc, ils sont arrivés à solubiliser sur une grande partie des patients, je crois que c'était de mémoire environ 60% des patients, les calculs qui étaient à base de phosphate et de calcium. Parce que donc l'eau magnétisée solubilisait alors c'était une eau qui était magnétisée avec les deux pôles à la fois, nord plus sud. Et j'en viens à un petit détail pratique qui est l'effet des eaux sud, nord ou mixtes. Donc, tout à l'heure, vous avez vu sur la magnétisation de la tisane, si je peux appeler ça ainsi, qu'il y avait deux aimants. Il y avait un aimant au-dessus, un aimant en dessous. Donc, généralement, quand on fait comme ça, on met un aimant pôle sud tourné vers la bouteille, en dessous, et l'aimant du dessus, on met l'autre pôle. Comme ça, on a ce qu'on appelle une eau mixte, hein, c'est la ligne du bas, avec les caractéristiques biologiques qui ont été constatées. Alors, ce résumé que j'ai fait, là, que vous avez à l'écran, a des couleurs différentes qui symbolisent un peu le type d'effet qu'on a. Il a été fait à base de deux synthèses, une thèse de médecine et une synthèse qui a été faite par un praticien d'Ayurveda. Donc voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Disons, si on a des infections, on peut boire plutôt de l'eau magnétisée sud. Alors on peut mettre 2 aimants pôle sud, du coup. Au quotidien, je dirais qu'on boit une eau mixte, c'est-à-dire 2 pôles opposés. Et puis, si on est fatigué, etc., on peut mettre 2 pôles nord, dessus et dessous, et on aura une eau purement nord. Il faut faire attention parce que c'est une eau qui peut être un peu excitante, donc peut-être pas forcément conseillée aux insomniaques, par exemple. Hein. Voilà. Alors j'aurais voulu, mais je crois que je vais abréger parce que j'avais plein d'autres choses encore à vous dire sur la plaque dentaire. Donc on a un effet effectivement sur la lutte contre les bactéries de la plaque dentaire. C'est un point qui est très important parce que non seulement les dents peuvent se déchausser, etc., mais quand on a des streptocoques, je crois que la variété spéciale, c'est Streptococcus mutans, qui sont le principal bactérie responsable des caries. Eh bien, on peut même avoir, ça peut rentrer dans le flot sanguin, créer des crises cardiaques, etc. Et le fait d'utiliser soit des jets dentaires, soit de faire des bains de bouche avec de l'eau magnétisée, a un effet positif. C'est un effet positif également sur le microbiote. On ne va pas mettre les visuels ou alors vous arrivez à les trouver au fur et à mesure de mon discours. Là, c'était
l'image numéro 19 à ce que je viens de dire. Là maintenant, le microbiote, je ne fais que le mentionner. Microbiote, il y a un élevage, il y a une expérience qui a été faite, enfin des mesures qui ont été faites sur un élevage de poulets. Voilà, dans le carré vert, vous voyez le système de magnétisation de l'eau pour abreuver les poulets. Et donc, les poulets ont des fientes qui sentent beaucoup moins, qui sont beaucoup moins odorantes, tout simplement parce qu'elles assimilent mieux les protéines. Il y a un effet qui est très très important, je vais que le mentionner, c'est le 21. C'est sur l'eau qui est magnétisée. Et la pierre, tout à l'heure, je vous parlais d'eau oxydée ou réductrice. Et la pierre a un effet réducteur léger, ce qu'on appelle une amélioration du redox. Donc, vous voyez que bon, bah là, vous prendrez connaissance pour ceux qui regarderont ça en replay. Si vous voulez vous appesantir un peu sur le visuel, je ne vais pas trop vous retenir longtemps. Voilà. Alors, pour mémoire, on peut avoir également des synergies intéressantes et importantes dans le thermalisme, par exemple, mais même à domicile, quand on utilise de l'argile ou des bains de boue, quand on fait des bains de boue dans le thermalisme. On peut avoir un effet synergique sur les lessives, sur les désinfectants quand on se fait une blessure, sur les teintures de cheveux, etc., etc. Voilà. Je vais continuer à accélérer pour terminer très rapidement. Il y a un autre paramètre qui est important. On peut magnétiser soit en statique, c'est-à-dire la bouteille telle qu'on l'a vue tout à l'heure, soit comme on l'a vu avec les poulets, c'est-à-dire qu'on met un récipient entre deux aimants fixes, ou bien l'eau passe dans un champ magnétique. Donc, il y a les paramètres qui jouent pour le statique, c'est la durée. Je dirais qu'il faut laisser au minimum un quart d'heure pour vraiment avoir les premiers effets de façon significative. En dynamique, on a une magnétisation quasiment instantanée. On peut pas, en dynamique, généralement, c'est plus compliqué d'obtenir un pôle sud ou un pôle nord. Donc, généralement, c'est de l'eau mixte, hein. Alors qu'en statique, c'est beaucoup plus facile de faire une eau purement sud ou purement nord. Voilà, c'est le visuel numéro 23. Après, un point très important, la puissance. Selon ce qu'on veut faire, c'est-à-dire selon qu'on veut faire du béton ou de l'eau de boisson, on ne va pas du tout utiliser les mêmes puissances. Là, vous avez une mesure qui a été faite en spectrométrie. À nouveau, c'est le fameux effet de la lumière qui passe à travers l'eau magnétisée. Vous voyez, la courbe noire, hein, ou grise, c'est une eau qui n'a pas été magnétisée. La courbe rouge, c'est une eau qui a été magnétisée à 2700 Gauss. Et la courbe bleue, c'est une eau qui a été magnétisée à 5300 Gauss. Donc, on voit qu'on a des effets différents également selon la puissance qu'on utilise. C'est important parce que là, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des aimants, soit par exemple de récupération industrielle. En fait, si c'est pour de l'eau de boisson, il faut essayer de ne pas dépasser 1000 à 1200 Gauss au niveau de l'eau. Je ne parle pas au niveau de l'aimant. Et ça, c'est également une autre chose, mais on y viendra dans un autre webinaire. Les nombres de Gauss à la surface de l'aimant et les nombres de Gauss au niveau de ce qu'on veut influencer, que ce soit une articulation ou un volume d'eau. Donc pour l'eau de boisson, que ce soit animaux ou humains, il faut essayer de ne pas dépasser 1200 Gauss. Il y a également la durée de l'effet sur l'eau. Il faut repasser le numéro 22. L'effet dure plus ou moins longtemps dans le temps. Là, on voit que l'effet, en l'occurrence, la mesure a été faite au bout d'une heure. Donc, on voit que là, l'effet persiste au bout d'une heure. Selon le type de paramètres qu'on va mesurer, on va avoir des effets qui vont durer peu de temps ou des effets qui vont durer plusieurs semaines. Sachant que ce qu'on recommande pour l'eau de boisson, notamment, c'est de boire l'eau relativement rapidement, c'est-à-dire si possible dans les 24 heures, au maximum dans les 48 heures. Il est tout à fait possible de remagnétiser l'eau si vous ne l'avez pas terminée, entre guillemets. Voilà, c'est la viscosité qui a été mesurée, vous voyez, au bout de 8 heures. Donc là, c'est la même chose, hein. Vous avez des courbes d'eau magnétisée, sud, nord, non magnétisée. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ensuite, le 26, hein, c'est l'effet de la température sur l'eau.
Là, vous avez toutes les températures qui sont affichées complètement à droite, hein. 35, ça va de 35 degrés à 85 degrés. Vous voyez que si vous chauffez de l'eau, vous allez perdre l'effet magnétique plus ou moins. Donc, en pratique, on recommande, si vous faites bouillir l'eau, de la remagnétiser pendant qu'elle est en train de refroidir. Et en principe, il faut essayer, de toute façon, quand elle est trop chaude, vous ne pouvez pas la boire. On recommande, si c'est de l'eau chaude, de boire vos infusions entre 40 et 60 degrés, parce que sinon vous perdez une grosse partie de l'effet. Bon, après, si vous buvez de l'eau, une tisane froide, par exemple, vous pouvez la magnétiser, vous aurez la totalité de l'effet. Le 27, c'est quoi? Voilà, ça c'est un peu une photo de conclusion. On voit de l'eau complètement à gauche qui a été magnétisée par plusieurs pôles sud, de gauche à droite, hein, de l'eau qui a été magnétisée que par des pôles nord. Alors la différence, c'est que vous voyez que l'eau qui a été magnétisée que par les pôles sud, les tiges vont être, alors je me souviens plus ce que c'est, je crois que c'est, parce que c'est des haricots mango. Donc avec que de l'eau sud, les tiges sont un peu frêles, donc elles ont bien poussé en longueur, mais vous voyez qu'elles ploient en fait. L'eau qui a été magnétisée avec le pôle nord a à peu près la même longueur avec des tiges qui sont beaucoup plus rigides. L'eau qui a été magnétisée en mixte, c'est-à-dire nord plus sud, a très très bien poussé avec des pousses qui sont rigides. Ensuite, les deux autres, c'est de l'eau non magnétisée, l'eau du robinet de la commune en question. Je crois que c'était en Australie, si je me souviens bien. Et la dernière, c'est l'eau du robinet qui a été filtrée pour lui enlever donc, les polluants qu'il pouvait y avoir. Donc, on voit qu'elle a mieux poussé. Alors, les questions. Combien de temps l'eau reste magnétisée? Je crois que je viens d'y répondre il y a quelques secondes ou minutes. En pratique, le plus rapidement possible. Voilà. Qu'est-ce que je l'ai déjà dit. Quelles sont les utilisations quotidiennes de cette eau magnétisée? Effet bénéfique? Y a-t-il des contre-indications? Donc, aucune contre-indication. Si ce n'est les gens qui sont porteurs de stimulateurs cardiaques, qu'ils n'approchent pas les aimants de leur stimulateur cardiaque, parce que quand vous magnétisez de l'eau sur une table, il faut manipuler les aimants. Les stimulateurs cardiaques peuvent être perturbés par les aimants. Donc en soi, je dirais que l'eau magnétisée, elle ne va pas perturber le stimulateur cardiaque. Par contre, la manipulation des aimants pourrait éventuellement le perturber. Donc voilà, les utilisations dont je vous ai parlé des calculs rénaux. Tout à l'heure, j'ai malheureusement abrégé, je ne suis pas rentré dans le détail, mais comme l'eau acquiert ce qu'on appelle un ORP ou un redox plutôt réducteur, c'est le contraire d'oxydé, il y a un effet plutôt antioxydant, anti-radioéquilibre, donc un effet sur la peau, par exemple, sur l'hydratation des articulations, etc. La liste pourrait être longue. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, c'est complémentaire de la phytothérapie, etc. Et effectivement, c'est un point que j'ai oublié de dire, c'est que quand on utilise des aimants sur le corps, l'eau magnétisée, et ça déjà au XVIIIe siècle, dans le bouquin là, dont je vous parle, même avec les aimants de l'époque, qui étaient beaucoup moins performants, ils utilisaient souvent les deux à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment complémentaire. Mais je dirais même si vous n'utilisez pas, si vous utilisez des aimants sur le corps sans boire de l'eau magnétisée, vous avez intérêt à boire une eau saine. Parce que si vous buvez de l'eau chlorée, je vous dis, c'est pas bon pour le microbiote. Et donc, de toute façon, il faut boire une eau qui est le plus saine possible, en fait, même si elle n'est pas magnétisée. C'est ce que j'ai plus ou moins effleuré tout à l'heure, même si j'ai accéléré. C'est-à-dire que tout ce qui est phytothérapie, alors il y a des publications qui ont été faites, par exemple, sur la synergie avec le ginkgo biloba. Il y a tout un tas de choses, mais bon, je ne peux pas rentrer dans le détail dans une seule soirée, une conférence qui est relativement courte. Que faire si mon eau du robinet est trop chlorée? Alors, je dirais chlorée, si c'est que ça, c'est un moindre mal. Donc, vous la laissez reposer. Si elle est que trop chlorée, après, le charbon actif est efficace. Alors, personnellement, il y a des gens qui utilisent ce qu'on appelle un bâton bain-chotant. Ça, c'est un cautère sur une jambe de bois parce que ça neutralise très peu de choses, un petit peu de chlore, mais tous les polluants, en fait. Le charbon actif, oui, c'est capable de neutraliser un grand nombre de polluants, mais il faut faire passer l'eau dans un milieu où le charbon actif est soit sous forme de poudre, soit sous forme de granules. C'est pas en remuant un bâtonnet de charbon actif dans un verre d'eau que ça peut être efficace. Après, il
y a deux types d'eau. Les eaux en bouteille, certaines marques comme la Montroucous ou la Rosée de la Reine, qui sont, ou éventuellement la Volvic également, qui sont des eaux qui sont vraiment saines, même si elles ont l'inconvénient d'avoir été stockées en bouteille pendant assez longtemps, etc., mais que vous pouvez facilement magnétiser sans avoir d'arrière-pensée, ou sinon les osmoseurs, qui donc éliminent le chlore, entre autres, et qui éliminent, parce que généralement ils ont un préfiltre charbon actif, et qui vont éliminer également tous les autres types de polluants. La membrane de la fontaine filtre-t-elle les PFA? Donc, en fait, là, ce n'est pas vraiment dans le domaine de l'eau magnétisée, c'est plutôt dans le domaine de l'eau saine. Alors oui, les fontaines enfin les membranes qui sont dans les fontaines d'osmose, si c'est des membranes qui sont destinées à l'alimentation humaine, c'est-à-dire qui sont performantes, vont éliminer. Une membrane d'osmose, elle descend elle descend quasiment au niveau moléculaire, puisque la finesse, l'unité qu'on utilise pour mesurer les molécules qu'on rejette, en fait, c'est une unité qui s'appelle les angstroms. C'est une unité infinitésimale. On est largement beaucoup plus petit que les virus, par exemple. Donc les PFA, il y a beaucoup de gens qui nous parlent, comment ça s'appelle, des particules du graphène, par exemple, etc. Pardon? Bon, voilà, c'est une filtration moléculaire, donc oui. Pas de problème pour les eaux de bouteilles peu minéralisées pour le magnétisme? Aucun problème. Alors, si vous buvez des eaux qui sont plutôt minéralisées, il y a en réalité le problème des eaux minéralisées. Je n'ai pas dit eau minérale, j'ai dit eau minéralisée. La différence, c'est eau minérale, c'est une qualification juridique. On peut avoir des eaux minérales très peu minéralisées. Ça correspond à différents critères juridiques, une stabilité de la composition toute l'année, etc. Les eaux peu minéralisées, c'est des eaux qui peuvent être soit minérales, soit de source, hein, qui vont contenir peu de minéraux. Si vous souhaitez boire une eau minéralisée où les minéraux sont vraiment assimilables, il faut qu'ils soient réducteurs, il faut que les minéraux ne soient pas oxydés, autrement dit. Il y a deux possibilités. Soit vous allez faire votre cure à Contrex, à Vittel, à Evian, etc., et vous buvez l'eau immédiatement. Quand vous allez au Griffon, vous remplissez votre verre, vous buvez tout de suite. L'eau, elle s'oxyde en une vingtaine de minutes. Si elle est très minéralisée, les minéraux s'oxydent en quelques minutes, hein. Si vous voulez boire à domicile une eau très minéralisée qui est gardée intacte ses minéraux, c'est la marque qui est à ma connaissance la seule, qui s'appelle hydroxydase. Elle est captée sous atmosphère de gaz carbonique, elle ne rentre pas en contact avec l'oxygène, c'est des bouteilles d'eau, vous la décapsulez et vous la buvez instantanément. C'est une toute petite contenance, ça doit faire peut-être 20 millilitres ou 25 centilitres, peut-être, je ne sais plus. Oui, plutôt centilitres que millilitres. Et vous la buvez tout de suite, il ne faut pas attendre 20 minutes. Et sinon, il faut magnétiser des eaux peu minéralisées parce que les minéraux, je dis sinon, sont oxydés. Et alors, le fait de magnétiser une eau dont les minéraux sont oxydés va quand même augmenter la biodisponibilité de ces minéraux, mais pas de façon énorme. Et donc, il vaut mieux prendre des eaux plutôt le type d'eau qui sont vendues en magasin bio ou sur les salons bio, c'est-à-dire, comme je vous le disais, les marques que je vous ai citées tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Pardon? Ah, d'accord. Du coup, je ne comprends pas. Nous ne pouvons pas utiliser l'isio-énergisant ou seulement les eaux? Non, je ne comprends rien à la question. Si vous avez une fontaine énergisante et que l'eau, vous ne l'avez pas utilisée rapidement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait la remagnétiser. L'eau, quand elle sort de la fontaine énergisante, elle sort en mixte. Si vous voulez, je sais pas, quelqu'un par exemple a de la fièvre, vous voulez faire de l'eau purement sud, vous prenez l'eau qui sort de la fontaine énergisante et vous mettez la bouteille ou la carafe entre deux pôles sud. Comment magnétiser notre source? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu pour les eaux qu'on boit quand on est en cure. On va au Griffon, on la boit tout de suite. Ces eaux, quand on les boit tout de suite, elles ont cheminé dans le champ magnétique terrestre et très souvent, elles ont une magnétisation naturelle. Après, si c'est une eau que vous avez récupérée, que vous attendez plusieurs heures, effectivement, oui, tout à fait, vous pouvez magnétiser les eaux de source.
Ensuite, pourriez-vous donner des infos sur la fontaine isio-énergisante? Bon, il est déjà un petit peu tard. Donc, la fontaine isio-énergisante, c'est un osmoseur. Qui enlève tous les types de polluants, puisque je vous disais que ça élimine, que ça filtre au niveau moléculaire. En plus, elle a une dynamisation magnétique et paravortex, hein, et donc ça permet donc à la fois de purifier l'eau et de la dynamiser. Voilà, en quelques mots. Peut-on utiliser de l'eau du robinet filtrée avec un morceau de bois carbonisé? Ah bah, c'est le fameux bain Chotan dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, je ne vais pas en dire plus. Vertu eau magnétisée en usage externe, tout à fait. C'est un paramètre que j'ai sauté tout à l'heure parce qu'on était pris par le temps. Dans les usages industriels, que je n'ai pas évoqué par manque de temps, c'est l'effet rinçant. Par exemple, les sables qui sont pollués, qui sont chargés en phosphate, peuvent être gênants dans certains processus industriels, peut-être pour le béton, j'en sais rien, je ne suis pas un professionnel du béton. Et donc, du coup, les industriels rincent le sable avec de l'eau magnétisée, enfin certains, en tout cas, qui connaissent la méthode. Et donc, ils arrivent à avoir un bien meilleur rinçage. Cet effet, il est valable pour de l'eau magnétisée, pour les gens, par exemple, qui ont une peau sensible, par exemple au calcaire. Après un shampoing, ils peuvent, par exemple, se verser une carafe d'eau magnétisée pour éliminer donc, les résidus de l'eau du robinet, qui a notamment du calcaire, etc. Et donc, vous pouvez tout à fait vous rincer à l'eau magnétisée. Voilà, j'ai répondu à cette question. C'est également un phénomène qu'on peut utiliser pour l'eau. Alors, c'est un peu différent, ce n'est pas du rinçage, mais c'est la synergie avec les produits lessiviels. Vous pouvez tout à fait installer des aimants sur la canne, enfin sur le tuyau d'alimentation de votre lave-linge ou de votre lave-vaisselle pour magnétiser l'eau que votre appareil va pomper au passage. L'eau va être magnétisée, il y aura un meilleur lavage parce qu'il y aura une synergie avec les produits lessiviels et il y aura un meilleur rinçage. Même si l'eau est chargée, parce que c'est de l'eau du robinet, là, ce n'est pas grave, ce n'est pas de l'eau que vous allez boire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as des références sur la protection des abeilles avec les aimants? Alors, moi, je suis un ancien apiculteur professionnel, donc c'est un domaine que je connais bien depuis de très, très un grand nombre d'années. Il y a deux types d'utilisation. Alors là, c'est un séminaire une conférence sur l'eau magnétisée, donc je vais parler principalement de l'eau magnétisée. D'ailleurs, c'est la meilleure méthode sur les abeilles. C'est donner ce qu'on appelle du sirop magnétisé. Donc, il y a des apiculteurs qui m'avaient interrogé, mais il y a de ça une trentaine d'années déjà, je pense. Et avant toute publication à l'époque, il n'y avait aucune publication sur ce sujet-là. Je l'avais aiguillé sur la magnétisation de l'eau voilà. J'ai utilisé le mot du sirop magnétisé pour les abeilles et il s'est rendu compte qu'il y avait un effet très très positif. Depuis, il y a eu 3 ou 4 publications, je ne me souviens plus, qui ont été faites, qui confirment ces constatations qui avaient été faites par un apiculteur professionnel. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, oui, il y a des références. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quasiment toutes les publications que j'ai évoquées ce soir, soit en vous donnant les titres, soit les titres étaient mentionnés sur les visuels qu'on a affichés. Toutes les publications quasiment dans le domaine des sciences sont en anglais, que ce soit en physique, en chimie, en médecine, etc. Donc, si vous me demandez des références, elles seront en anglais. Et d'ailleurs, toutes ces références, pour les gens qui sont de passage à Lyon, on peut éventuellement les mettre en consultation sur place pour les gens qui le souhaiteraient, qui nous préviennent et qui nous disent quel est le sujet qu'ils voudraient creuser, etc. Le magnétisé, ça démagnétise le contact du métal. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est un sujet, l'eau magnétisée se démagnétise-t-elle, démagnétise entre guillemets, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne faudrait pas dire eau magnétisée, il ne faudrait pas dire démagnétisée non plus, on va dire se dévitalise ou se dédynamise. En fait, finalement, c'est une erreur ancienne, puisque moi, j'ai été en contact avec le docteur Donnet il y a une trentaine d'années, et c'était un très, très bon connaisseur de l'eau magnétisée.
Et d'ailleurs, petite particularité au passage, son bouquin est un très très bon bouquin, mais il est en notation inversée, c'est-à-dire ce qu'il appelle pôle sud, c'est le pôle nord par rapport au livre de physique et de chimie. Bon, mais il disait, enfin, il est une des personnes qui disait pas de contact avec les métaux. On s'aperçoit que toutes les expériences qui ont été faites, enfin les expériences ou les expérimentations plutôt qui ont été faites, soit sur des élevages de bœufs ou de volailles, soit sur des domaines agricoles, que ce soit des arbres comme les oliviers, les orangers, la vigne, etc., ont toutes une magnétisation donc dynamique et avec des éléments métalliques qui étaient incorporés dans le circuit. Et finalement, vu les résultats, c'était une erreur. Alors, quelle quantité d'eau peut-on ou doit-on boire par jour? Il n'y a pas d'obligation. Je dirais qu'en tout cas, ce qu'il faut faire, comme c'est une eau qui est quand même, qui a des effets qui peuvent être importants, il faut commencer très très progressivement. Ce que je recommande quand on veut boire de l'eau magnétisée, c'est de commencer par un demi-verre par jour la première semaine. Pas plus, parce que ça pourrait éventuellement créer des diarrhées, des choses comme ça, parce que c'est un phénomène, enfin un effet drainant. Deuxième semaine, un verre. Et puis d'augmenter comme ça d'un demi-verre jusqu'à consommer quasiment que de l'eau magnétisée. Moi, c'est ce que je fais. Après, moi, je ne m'amuse pas, sauf quand je veux avoir un effet particulier. Mais par exemple, quand je fais un thé le matin ou un café, je ne m'amuse pas, entre guillemets, à le remagnétiser. Sauf si c'est parce que j'ai la grippe et que je fais une infusion de thym et que je veux magnétiser mon infusion de thym. Oui, c'est ça. Une fois qu'on s'est acclimaté, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il existe un appareil pour mesurer les doses de l'eau? Non, il n'y a pas de gauge sur l'eau. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'eau n'acquiert pas un magnétisme, c'est ce qu'on appelle un magnétisme rémanent. L'eau, elle est modifiée physiquement. Tout à l'heure, on a vu que les molécules étaient assemblées différemment. Il y avait des protons qui traînaient par-ci, par-là, que sa tension superficielle était modifiée. Tout ça, c'est des modifications physico-chimiques, même surtout physiques. Mais l'eau ne devient pas magnétique. C'est-à-dire que si vous approchez un clou ou un trombone d'une bouteille d'eau magnétisée, le trombone ne va pas coller à la bouteille d'eau. Donc, il n'y a pas de mesure en gauche sur l'eau. On peut faire des mesures par spectrométrie, tout à l'heure dont je vous parlais. On peut faire des mesures de tension superficielle. On peut faire tout un tas de mesures sur les tout premiers paramètres que je vous ai évoqués, le pH, etc. Alors, le pH, par exemple, si on veut rentrer un peu plus en détail, c'est des modifications. Vous pourrez vous reporter au graphique qu'on a montré tout à l'heure. C'est des modifications. On ne passe pas d'un pH 6 à un pH 12. Hein. C'est des modifications qui sont plus nuancées, on va dire. Selon les paramètres qu'on mesure, la viscosité, par exemple, aussi, je vous ai dit. Voilà, on peut faire des mesures dans tous ces domaines-là, mais pas en Gauss. On peut magnétiser de l'eau distillée. Beaucoup de gens croient, il y a tout un tas de publications de l'eau distillée ou de l'eau déionisée. Alors, il y a des paramètres. On ne va pas influencer l'eau distillée quand on la magnétise parce qu'on a besoin soit d'impureté, soit de présence d'oxygène dissous dans l'eau. Moi, je dois avoir, je ne sais plus, mais entre 20 et 50 publications sur les effets magnétiques sur l'eau distillée ou déionisée, avec des effets physiques et donc biologiques. Après, ce n'est pas des eaux qu'on conseille de boire, l'eau distillée ou l'eau déionisée. Mais d'un point de vue physique, si vous voulez faire des expériences X ou Y, oui, tout à fait. Vous pouvez la magnétiser en sud, en nord, en mixte. Hein. Tout à fait possible. Dernière question, est-ce qu'on peut commencer à boire une eau magnétisée en la magnétisant avec un pichet thermos magnétique? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si les gens ont entendu. Peut-on commencer à boire de l'eau magnétisée par un pichet à la fois, vous savez ce qu'on appelle thermomagnétique, c'est-à-dire à la fois pichet thermos, qui garde les températures fraîches ou chaudes et magnétique à la fois. Oui, on peut le faire. Avec juste un petit bémol, si vous versez des infusions bouillantes ou de l'eau bouillante, laissez-la refroidir avant parce qu'un thermos, un thermos c'est une marque, mais disons un pichet qui garde les températures, l'eau va rester bouillante pendant 48 heures. Donc, pardon ?
Et toujours, évidemment, sous réserve que l'eau soit une eau probiotique, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il soit saine à la santé. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait un grand tour. Je ne veux pas dire qu'on a fait le tour de la question. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Donc, je vous remercie. Encore une fois, si vous avez des points que vous souhaitez traiter, sur lesquels on n'a pas eu le temps de s'étendre ou qui n'ont pas été du tout traités ce soir, libre à vous de nous en faire part et nous essaierons d'y répondre. Je vous souhaite une bonne soirée et merci.